Parlons ce soir de la chorale, la voix des principes masculins et féminins qui fusionnent. Lorsque nous chantons en chorale, les voix hautes des sœurs et les voix profondes des frères s'élèvent et se fusionnent au-dessus de nos têtes, où elles donnent les unes aux autres des éléments d'une extrême subtilité. Votre voix est imprégnée de votre vitalité, de votre parfum, de votre magnétisme. Vous êtes lié à elle comme à un petit cerf-volant que vous tiendrez au bout d'un long fil. Votre voix vous quitte. Elle se promène au-dessus de vous. Là, elle rencontre les autres voix avec lesquelles elle se fusionne. Elle vous revient ensuite amplifiée, enrichie de tout ce qu'elle a reçu dans cette fusion. Donc, quand nous chantons, les deux principes masculins et féminins font tout d'abord un travail en haut et ensuite, ce qu'ils ont créé ainsi nous revient à travers nos oreilles. Et nous bénéficions tous d'un échange chaste et divin. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Minutes sur l'ensemble de nos réseaux pour vous faire le point de l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue au siège de l'information. Vous êtes à la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. 90 minutes aujourd'hui sur l'ensemble de nos réseaux, le réseau local, le réseau international, l'ensemble de nos réseaux sociaux pour vous faire donc le point de l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Mesdames, messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous savoir toujours nombreux à ce grand rendez-vous de l'information. Merci de toujours nous préférer. Merci de choisir le siège de l'information pour vous informer. La commune de Grand Popo, nous sommes dans le département du Mono, a abrité aujourd'hui même, dans l'après-midi de ce jour, le lancement officiel de la campagne de sensibilisation édition 2022 dénommée Stronger Together. C'est sur la thématique éducation des filles et leadership féminin. C'est la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toïfodé, qui a officiellement présidé cette cérémonie en présence du préfet du département du Mono et du maire de Grand Popo. Le point de la cérémonie à travers ce reportage. La question de l'éducation des filles au cœur des priorités du PAG 2021-2026. Pour preuve, le lancement officiel ce jeudi à Ilakondji dans la commune de Grand Popo de la campagne régionale 2022 dénommée Stronger Together par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Éducation des filles et leadership féminin, c'est le thème de cette sensibilisation portée par le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel Souhaite Bénin avec l'appui technique de l'UNFPA. L'objectif principal est la promotion de leadership féminin à travers le maintien des filles à l'école pour leur pleine participation au développement du Bénin. Le thème de cette campagne régionale lancée dans tous les 9
pays bénéficiaires du projet SWED met un accent particulier sur la collaboration transfrontalière pour réduire les vulnérabilités des adolescentes et des femmes et pour renforcer la communication pour le changement social de comportement en vue de la valorisation des comportements clés de la transition démographique. Mesdames et messieurs, la campagne Stronger Together vient répondre de façon efficiente et efficace aux exigences et aux besoins des adolescentes et filles béninoises pour leur instruction, leur capacité à s'auto-employer, à exercer diverses activités génératrices de revenus et à s'investir dans le développement de notre pays pour infléchir les facteurs qui freinent leur épanouissement. Au regard des acquis de la campagne 2021, celle de cette année envisage d'impacter bien plus d'acteurs pour accroître les capacités et les opportunités économiques pour les femmes et les adolescentes. Pour cette année 2022, la campagne Stronger Together envisage d'impacter 676 acteurs renforcés autour de la thématique de l'éducation et du leadership féminin, avec la constitution de pools d'experts, relais, coachs, mentors, communautaires, pour divers usages. En outre, 3 630 000 personnes, y compris les bénéficiaires directs du projet, seront touchées par le développement d'un paquet complet et innovant d'actions auprès d'une large gamme de partenaires dans le secteur privé pour accroître les capacités et les opportunités économiques, emploi pour les femmes, pour les adolescentes. 12 forats de mobilisation des communautés sur les actions phares du projet SWED et les réalisations ainsi seront organisées. Les activités de cette campagne s'étendront sur 4 mois et tous les acteurs de la société sont appelés à s'investir d'une manière ou d'une autre pour la réussite de cette campagne au Bénin. Chères populations, mesdames et messieurs, je vous prie donc de prêter grande attention aux sages conseils de Madame le ministre et sa suite et de faire de vous-même des ambassadeurs de cette juste et noble cause afin que nous puissions améliorer et entretenir la veille autour des questions cruciales liées à cette activité de sensibilisation de masse telles que la scolarisation et le maintien des filles à l'école jusqu'au moins à la fin du cycle secondaire, l'accès à l'emploi, aux opportunités économiques et aux instances de prise de décision, l'accès aux services de santé reproductive et à la planification familiale, l'accès aux dispositions, aux voies et moyens pour lutter contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines. Je ne saurais terminer sans vous exprimer une fois encore toute ma gratitude et tenir la fausse promesse qu'une chaîne de solidarité sera organisée en ce qui concerne le département du Mono, dont j'ai la charge pour la restitution et la duplication des éléments de langage dans le but d'accompagner les groupes cibles. Le projet SWED, faut-il le rappeler, vise notamment à accélérer la réalisation des droits et du plein potentiel des adolescentes et des adolescents des 9 pays bénéficiaires pour soutenir les enjeux, les défis liés à la croissance économique et aux indicateurs du dividende démographique. Signature des conventions de subventions octroyées aux promoteurs agricoles retenus. C'est l'œuvre du Fonds national de développement agricole qui a procédé donc ce jour à la signature de la convention. La cérémonie a connu la présence de plusieurs acteurs de la chaîne agricole du Bénin ainsi que du ministre de l'Agriculture et son collègue des petites et moyennes entreprises. Spérois Oussino, Silver Bianzin. Engagé dans la dynamique de promotion de l'investissement privé au Bénin, le Fonds national de développement agricole est un instrument au service des populations, un dispositif d'accompagnement des projets structurants dans le domaine agricole avec ses 3 guichets opérationnels et des critères de sélection, martèle le directeur général du FNDA. Au titre de l'exercice 2022 et avec le soutien de la coopération suisse, le FNDA a lancé le 13 avril 2022, un appel à projet au niveau de ses guichets 1 et 2 relatif aux subventions
des initiatives agricoles au profit des organisations professionnelles agricoles et au profit des micro, petites et moyennes entreprises agricoles. Nous avons ciblé 8 filières, à savoir le manioc, le riz, le maïs, le soja, le maraîchage, la pisciculture, la mangue et puis la viande et lait. Pour être éligible, il faut être une organisation professionnelle agricole immatriculée ou bien une micro, petite et moyenne entreprise immatriculée et disposant d'un registre de commerce. Pour la représentante des promoteurs agricoles venus des 12 départements, c'est une aubaine qu'offre le gouvernement et ses partenaires aux 37 entreprises agricoles pour la résorption de l'épineuse problématique du chômage. À travers vos efforts d'accompagnement et de communication, les promoteurs agricoles comprennent mieux le dispositif mis en place et ont un accès plus facile aux subventions et aux crédits. Nous, bénéficiaires, étant conscients de l'importance et de la rigueur que le chef de l'État, M. Patrice Talon, met dans la bonne gestion des ressources, devant servir à impacter positivement la communauté béninoise, tant sur le plan social qu'économique, nous promettons d'utiliser nos subventions pour des investissements prévus pour le rayonnement de nos entreprises et la revitalisation de l'industrie agricole béninoise. À tous les promoteurs, entrepreneurs, hommes comme femmes, c'est à nous qu'incombe la tâche de construire notre pays, le Bénin. En effet, 679 dossiers ont été reçus à l'issue de l'appel à candidature lancé par le Fonds national de développement agricole. L'objectif est de répertorier les entreprises agricoles afin de leur doter de subventions adéquates pour l'accroissement de leur production. Le gouvernement attache du prix au développement des entreprises et aux initiatives agricoles, ont indiqué les ministres de l'Agriculture et des petites et moyennes entreprises. Nous pouvons accroître les performances de notre agriculture sans l'investissement du secteur privé. Et c'est à ce titre que le gouvernement du président Patrice Talon a donné une nouvelle orientation et des moyens conséquents au Fonds national de développement agricole pour bien jouer ce rôle. La présente cérémonie en est un témoignage vibrant qui marque l'engagement de l'État béninois à travers le fonds à soutenir les initiatives agricoles portées par le privé. Les 7 promoteurs agricoles lauréats de ce jour bénéficieront d'une subvention, je dis bien une subvention, de 845 684 241 francs qui doivent servir de levier pour la mobilisation d'1,591 milliard auprès des banques et systèmes financiers décentralisés. Le nombre de réponses à l'appel à projet, 679 dossiers reçus, témoigne de l'engouement suscité par ce mécanisme innovant de financement, mais également du dynamisme de l'entrepreneuriat national, notamment dans le secteur agricole. À cet égard, je voudrais féliciter chaleureusement les promoteurs agricoles retenus à l'issue de ce processus rigoureux et transparent de sélection mis en place par l'équipe du FNDA et son partenaire financier, la coopération suisse. Je vous encourage à faire preuve de sérieux et de travail acharné en vue de la bonne mise en œuvre de vos projets respectifs. Vous constituez pour nous, au niveau du gouvernement, des exemples pour la nécessaire transformation structurelle de l'économie et la prise en charge de l'épineuse problématique de la résorption du chômage des jeunes.
La signature des conventions de subventions octroyées aux promoteurs agricoles est effective grâce au soutien de la coopération suisse. Le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Agence nationale d'identification des personnes, une fois encore face à la presse ce jour à Cotonou. Objectif, informer l'opinion nationale de la disponibilité à bonne date de la liste électorale informatisée provisoire. Golf TV Africa était de la partie. Flavien Zobaou, Serge Vivien Kouimon. En se conformant aux prescriptions du code électoral, le gestionnaire mandataire de l'ANIP a donné un point de presse dans l'après-midi de ce jeudi 8 septembre au siège de la dite structure. De cette rencontre animée par Dr Cyril Goubegui, il ressort que toutes les dispositions sont prises pour que le scrutin du 8 janvier 2023 se passe très bien. Conformément aux dispositions du code électoral, à cette date, l'ANIP a l'obligation juridique d'afficher la liste électorale informatisée provisoire. Provisoire parce qu'il s'agit de la liste issue des premiers travaux et que l'on a l'obligation d'afficher, je voudrais même dire de publier, afin de permettre à la population de la consulter et donc à chacun de vérifier son adresse électorale et au besoin de faire des réclamations ou d'opérer des transferts. Le processus a été jalonné de défis parce que naguère, la liste électorale n'était pas issue de la base de données que la loi a actuellement obligé d'avoir comme référent. Pendant 15 jours, les citoyens peuvent consulter la liste électorale informatisée provisoire affichée dans tous les centres de vote ou en tapant sur Internet grâce à leur portable Android lei.anip.bj ou en tapant le code étoile 139 étoile 7 étoile numéro personnel identifiant dièse et lancer l'appel pendant la période du 8 au 22 septembre et faire des réclamations au besoin. En termes de chiffres, je peux vous dire que la population électorale potentielle, parce qu'il s'agit de la liste provisoire, affiche 6 709 888 comme population ayant l'âge de voter et donc pouvant exprimer leur suffrage. Si des dénonciations ne sont pas portées à l'encontre de certaines personnes qui figurent sur cette liste provisoire, alors que peut-être, du fait d'un empêchement juridique, elles n'auraient pas dû être retenues comme potentiels électeurs. C'est l'intérêt de la liste provisoire. Profitant de son point de presse à la question d'un journaliste, le gestionnaire mandataire a tenté de répondre aux audios qui ont circulé sur la toile tendant à discréditer son institution. Je profite pour soulever un coin de voile sur une activité et une actualité déplaisante où on fait afficher des passeports de gens pour dire qu'ils ont obtenu des actes frauduleux. Si quelqu'un a la preuve qu'un Béninois s'est fait délivrer frauduleusement un acte d'état civil où s'est fait établir une pièce d'identification et il emporte à la connaissance de l'ANIP, nous savons faire le travail. Le procureur de la République sait que l'ANIP sait faire le travail. La direction du renseignement territorial sait que l'ANIP sait faire le travail. La direction de l'immigration sait que l'ANIP sait faire le travail. Nous en avons envoyé déjà plus d'une centaine devant le procureur de la République et c'est sans état d'âme. Quand il s'agit de cas de fraude manifeste, établi, mais quand il s'agit du citoyen aux abois de son identité qui ne sait pas, et on dit je n'ai pas trouvé mon acte de naissance, mais on m'a dit que je suis né en telle année. Et il vient, il fait le ravip avec. Quelque temps après, il revient. Il dit, ah, dans les effets de mon défunt père, j'ai retrouvé mon acte de naissance. Nous ne sommes pas métaphysiciens.
pour commencer par faire des consultations charlatanisques. Donc, nous prenons et nous regardons les actes. Nous disons, vous ne figurerez qu'une seule fois dans la base. Et si vous faites une correction une fois, vous venez une deuxième fois, on vous rejette. Si vous n'êtes pas d'accord, vous saisissez le juge. Le juge, lui, il a un pouvoir. Il rend une décision. Et il rend sa décision, la décision s'impose, l'ANIP exécute. Mais qu'on ne compte pas sur l'ANIP pour rentrer dans un jeu de modification à n'en point finir. Je voudrais terminer avec ce registre en disant qu'il y a quelques mois, nous avons travaillé avec la direction de l'immigration pour trouver qu'une cinquantaine de personnes se sont fait établir des documents et des passeports béninois pour se retrouver à l'extérieur. Ils sont en difficulté là-bas, ce n'est pas à l'ANIP de les sauver. Nous n'avons pas demandé à quelqu'un d'aller chercher le bonheur ailleurs pour qu'on puisse nous dire, oui, ils sont en train de mourir là-bas, c'est votre responsabilité. Non. Chaque citoyen est doté de ce qu'on appelle l'autonomie juridique pour poser des actes responsables. L'administration prend acte et met chacun devant ses responsabilités. Mais si d'aventure, on a la preuve qu'un agent de l'ANIP s'investit dans un réseau mafieux de trafic d'êtres humains par la délivrance de faux documents, si cela est porté à ma connaissance, ce n'est pas que l'agent sera sorti des effectifs. Ce n'est pas seulement que l'agent sera sorti des effectifs. Je sais faire mon travail, je le poursuis devant les tribunaux. Et je l'ai déjà fait une fois dans un cas où on a eu de soupçons sur un agent. À la date du 8 janvier 2023, la liste électorale provisoire enregistre une population électorale potentielle de 6 709 888 électeurs et c'est la commune d'Abomey-Calavi qui enregistre le plus grand nombre, s'élevant à 556 860 électeurs. Notons que les transferts qui seront éventuellement demandés par les uns et les autres agiront sur les chiffres actuels à l'édition de la liste électorale informatisée définitive. L'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, en partenariat avec le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, organise un cycle de formation et de conférences sur la sûreté et la sécurité des musées et établissements culturels. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin. Golf TV Africa, imagissons. Acteurs du secteur touristique, gestionnaires de musées, délégation de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme ANPT, étudiants de l'École du patrimoine africain, forces de l'ordre, sapeurs-pompiers et bien d'autres, tous étaient réunis à la salle de conférence du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts pour prendre part à cette formation. Initiative conjointe des gouvernements béninois et français, elle vise à renforcer la sécurité et la protection des patrimoines et des musées nationaux. Ce programme très complet s'inscrit dans le cadre du programme de travail commun en matière muséale et patrimoniale que l'on a signé, le Bénin et la France, en décembre 2019. Donc ce programme-là, il vise bien sûr un tas d'objectifs en matière de coopération muséale et patrimoniale, mais il vise aussi, je vous en cite 2-3 petits passages, la mise en place de dispositifs et d'outils stratégiques adaptés en matière muséale et patrimoniale, concernant notamment la lutte contre le pillage, le vol, les fouilles clandestines ou encore le trafic illicite de biens culturels. Ce programme, il cite aussi justement la formation de formateurs, qui est une des thématiques très, très importantes, y compris en matière, par exemple, de formation technique et professionnelle au Bénin aujourd'hui, en général, donc ça s'inscrit aussi là-dedans. Le programme, il prévoit aussi donc, les échanges renouvelés de professionnels et d'experts dans le domaine muséal et patrimonial, et des échanges de savoir-faire, tant entre les administrations publiques qu'entre musées et institutions patrimoniales des deux pays. Les sujets à couvrir au cours de cette conférence sont riches. Qu'il s'agit des enjeux classiques, des risques classiques en matière de sécurité et sûreté, incluant la lutte contre le terrorisme. Nous savons que le contexte rend ces thématiques importantes, mais également des problématiques de coopération
entre les administrations culturelles, douanières, policières de nos institutions, les moyens de lutte contre les trafics, des discussions autour du type de biens culturels qui peuvent être soumis à ce genre de trafic, l'analyse des risques, l'installation, la qualité de nos installations. Donc hier, j'étais à Ouida, j'ai pu voir sur place les formations autour des risques incendies. Donc autant de problématiques importantes liées à sécurité et sécurité qui sont à l'ordre du jour de la conférence d'aujourd'hui. La variété des participants confirme que la réussite de notre programme muséal et de ses ambitions passe par la contribution de tous. Un programme ambitieux qui met un accent particulier sur les participants. Et pour ce faire, il est important d'avoir des ressources humaines de qualité. Les ressources humaines de qualité, c'est non seulement la formation initiale, mais aussi c'est le renforcement de capacités, c'est-à-dire la formation continue. Et ce que nous avons comme programme depuis plusieurs moments, plusieurs années avec l'École du patrimoine africain, avec les experts français qui viennent nous appuyer. Pendant plusieurs années, nous avons géré les musées à qui mieux comme on le dit. Nous les avons gérés avec le peu de professionnalisme dont nous disposons. Il est aujourd'hui temps que nous passions à la phase supérieure, à la phase de professionnalisation. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez la chance d'être identifié d'une manière ou d'une autre parmi ceux qui sont à même d'accompagner le gouvernement dans cette vision, dans cette ambition. Pour rappel, mercredi et jeudi dernier, la délégation des formateurs était à Ouida pour le même exercice. Ils se rendront ensuite à Abomey les lundis et mardis prochains. L'intérieur et la culture décident alors de mettre des préventions. Le Bénin, à l'instar des autres pays du monde entier, a célébré hier la 57e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation. Le thème, transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation. Une thématique pleine de sens qui devra interpeller les gouvernants, a fait savoir Franck Segro, secrétaire exécutif du réseau national des opérateurs privés de l'alphabétisation. Suivez-le au micro de Spero Aousseno. Le choix de ce thème nous paraît spécifique et spécial. Et je pense ce thème est aussi bienvenu parce que à travers ce thème, l'UNESCO veut demander à tous les acteurs de l'éducation, à tous les acteurs de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes, de repenser ces espaces d'alphabétisation en vue de la qualité dans ce qui se fait. Non seulement la qualité, repenser ces espaces-là pour que l'alphabétisation soit de plus en plus inclusive, qu'on ne laisse personne en rade, pour qu'on puisse offrir une diversité de modes d'alphabétisation, j'allais dire, afin que tout le monde puisse y participer. Vous voyez, généralement, quand vous regardez nos espaces d'alphabétisation, contrairement aux espaces d'alphabétisation d'éducation formelle, c'est comme si nous-mêmes on les minimise un peu. On se retrouve, je ne sais pas, sous un hangar, sous un arbre. Est-ce que c'est toujours attrayant pour faciliter la participation de tous? Entre-temps, nous avons eu l'avènement du Covid qui a bouleversé beaucoup de choses. Et je crois bien que c'est en fonction de ça que le choix de ces thèmes aussi a été fait, où il fallait faire en sorte que, quelle qu'en soit la situation créée par le Covid, les méthodes d'alphabétisation puissent être diversifiées pour que tout le monde puisse y participer. On peut donc, il est donc demandé de faire en sorte que, quelle qu'en soit la position qu'on occupe dans la société, qu'on offre des opportunités d'accès au cours d'alphabétisation à ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école
ou bien qui ont été très tôt, très tôt déscolarisés. Et donc, il est possible donc, de faire en sorte que même les bénéficiaires des programmes d'application puissent s'alphabétiser à travers le numérique, à travers les autres méthodes d'alphabétisation, des méthodes d'enseignement qui s'utilisent dans l'éducation formelle. Donc je crois que c'est à cela que l'UNESCO nous exhorte pour que nous puissions faciliter la diversité des offres afin que tout le monde puisse y participer de façon qualitative et quantitative. Le ministre Hervé Robin des Infrastructures et des Transports s'est rendu sur les axes routiers de Niki et de Ndali, c'est dans le septentrion, où des difficultés ont été enregistrées ces derniers jours du fait des pluies diluviennes. Il est allé constater l'avancement des travaux de réfection. Il en profite pour annoncer la reconstruction imminente de la route Ndali-Niki. Voici les explications depuis Kandi de notre correspondant permanent sur place, Fidèle Zimbaba. Le ministre des Infrastructures est descendu sur certains axes routiers en chantier pour constater l'évolution des travaux. Les pluies diluviennes de cette année dans la partie septentrionale du Bénin ont causé des difficultés sur des axes routiers. Des ponts ont cédé. Comme vous le savez, cette année, nous enregistrons une pluviométrie particulière, caractérisée par des pluies diluviennes d'une intensité extrême, avec pour corollaire des sollicitations de nos ouvrages, d'importantes sollicitations de nos ouvrages. Hélas, Ndali Niki a été particulièrement sollicité. C'est même au-delà de Niki, c'est jusqu'à Tchikandou, c'est tout l'as Ndali Niki Tchikandou. Et donc le lundi 15 août dernier, nous avons enregistré les premières difficultés au niveau de l'ouvrage situé au PK 77, un peu avant Tchikandou, où la rampe d'accès à l'ouvrage s'est effondrée. Et donc nous nous sommes mobilisés avec la Direction générale de la CIRAT, la Direction générale des infrastructures de transport, appuyée par l'entreprise Sogea Satom. Et donc nous avons très rapidement rétabli la circulation au niveau de Tchikandou. Dès le 16 déjà, la circulation était déjà rétablie. Malgré les efforts fournis par les entreprises en charge de la réfection des ponts ayant cédé, les choses ne sont pas aussi faciles à cause de la qualité du sol, ce qui fait traîner les travaux. Aussi, puisque les pluies ne cessent pas jusque-là, d'autres ouvrages ont cédé. Le ministre et sa délégation sont venus constater la situation afin de prendre les diligences nécessaires pour que les travaux de réfection se fassent au plus vite pour le grand bonheur des usagers de la route. Et nous en étions là quand le vendredi 26 août dernier, le vendredi 26 août, nous avons enregistré l'effondrement de cet ouvrage. L'ouvrage situé au PK 43 plus 300. Et la même chose, nous avons mobilisé les mêmes brigades, l'entreprise Sogea Satom, la Direction générale des infrastructures de transport, la CIRAT, pour, dans un premier temps, rétablir la circulation. Et comme vous le voyez bien, l'entreprise est à pied d'œuvre. Sauf qu'ici, il s'agit d'une intervention dans une zone où nous avons un sol amorphe qui ne facilite pas les choses. Mais je crois que d'ici quelques jours, nous allons pouvoir rétablir cette circulation. Et nous avons dévié le trafic par Perere, de Biro Perere et puis de Perere à Niki. Mais là également, c'est une route en terre qui a connu des difficultés. Donc nous sommes totalement mobilisés. Le vendredi 2 septembre dernier, nous avons enregistré une alerte. Cette fois-ci, c'est une alerte, c'est une menace. Et au niveau de l'ouvrage au PK 35 que nous avons visité tout à l'heure. Et nous sommes encore déjà en train de prendre les dispositions pour juguler la situation. Pour une solution définitive afin d'éviter des situations dans ce genre, les fois à venir, le ministre annonce la reconstruction complète de la route Niki-Ndali.
Le ministre a également saisi l'occasion pour aborder le cas de plusieurs autres axes routiers. Nous avons rendu compte de cette situation au chef de l'État, qui nous a instruit à l'effet d'engager la reconstruction complète de cette route. Je dois dire qu'il s'agit de situations maîtrisées. Et dans notre programme d'action au niveau du ministère, on avait déjà prévu la reconstruction de cette voie. Mais le chef de l'État a instruit à l'effet de prendre des mesures diligentes pour mettre en chantier cette route le plus tôt possible. Et donc c'est à cela que nous travaillons. Nous sommes venus faire la visite des lieux et nous allons, les semaines à venir, engager, bien entendu, nous allons laisser passer les pluies pour engager la reconstruction complète de la route avec des standards autrement plus consistants que ceci. Nous allons faire une structure de chaussée et des ouvrages qui vont répondre aux nouvelles sollicitations que nous connaissons désormais. Je dois annoncer aux populations, les maires sont ici présents, le gouvernement s'attelle à engager la construction de la route Niki-Kalale. L'aménagement et le bitumage de Niki-Kalale. Il y a Kota Kwande que nous allons commencer là également. La contractualisation est très avancée, donc bientôt nous irons lancer les travaux de Kota Kwande. Il y a une route qui fait l'objet de préoccupations actuelles et le chef de l'État nous a instruit pour la mettre également en chantier le plus tôt possible. C'est Guéné-Karimama, où nous avons un ouvrage sous surveillance. Sous Guéné-Karimama, nous avons un ouvrage sous surveillance et nous allons bientôt réduire la circulation sur ces tâches, notamment sur l'ouvrage en question, aux véhicules légers. C'est dire donc que les populations de cette zone du Bénin pourront d'ici là se frotter les mains d'avoir de bonnes infrastructures routières. Pour déterminer l'ordre de passage des véhicules, le code de la route établit des règles de circulation routière. En abordant un carrefour à sens giratoire muni de feux tricolores, des règles spécifiques s'appliquent à l'entrée et à la sortie de ce type d'ouvrage et d'aménagement. Gulf TV Africa y consacre ce reportage signé Serge Vivien-Couimont, Moukalil Moutaro. Le rond-point et le sens giratoire sont deux intersections qui se ressemblent beaucoup, mais qui impliquent des règles de placement et de priorité différentes. Si l'on appelle communément toute intersection rond-point, il s'agit dans la plupart des cas d'un abus de langage voulant désigner des carrefours à sens giratoire. Mais nombreux sont les usagers de la route qui ne maîtrisent pas les différents types de carrefours qui existent. Nous avions le sens giratoire de l'Étoile Rouge, le carrefour Vers de Corps, Stade de l'Amitié. Les trois carrefours, ce sont des carrefours ça. Nous avons des intersections sur la voie. Il y a deux sortes de carrefours. Et il y a le carrefour à deux intersections. Il y a d'autres, le second carrefour, c'est le carrefour où il y a 4 voies, deux petites rues et deux aussi, de l'autre côté aussi. Dans le carrefour Étoile Rouge, carrefour Skekoji, appelé carrefour Marina. Nous avons encore le carrefour Kossi. Victor Atioupe est promoteur d'auto-école. Il rappelle les normes universelles. En matière de carrefour, partout dans le monde, dans ce que nous enseignons dans nos auto-écoles, nous disons qu'il existe 4 types de carrefours ou 4 sortes de carrefours, à savoir les carrefours en Y, les carrefours en croix, les carrefours en rond-point et les carrefours en forme de T. Voilà les différents types de carrefours que nous avons. Si par le passé, les carrefours à sens giratoire sont érigés sans les feux tricolores, depuis 2016, les nouvelles routes construites bénéficient au-delà des panneaux cédés le passage des feux tricolores. Pour le spécialiste des questions de la sécurité routière, les usagers de la route doivent désormais tenir compte de la présence des feux tricolores dans leur déplacement une fois au carrefour à sens giratoire. Les gens étaient habitués par exemple à appliquer la règle de priorité à droite ou appliquer la règle de céder le passage pour ceux qui sont déjà dans l'anneau. C'est-à-dire que ceux qui sont dans l'anneau, ceux qui entrent dans l'anneau cèdent le passage à ceux qui étaient déjà dans l'anneau. C'est ce qui se faisait. Mais aujourd'hui,
avec les feux tricolores, il faut obéir simplement au feu qui s'allume. Mais malheureusement, ceux qui étaient habitués à respecter les panneaux pensent toujours que c'est cette règle-là qui doit s'appliquer. Et donc ceux qui sont dans l'anneau pensent qu'ils ont la priorité par rapport à ceux qui veulent entrer. Alors que ceux qui veulent entrer, peut-être qu'ils ont vu le feu vert allumé et ils ont désormais le droit de passer par rapport à ceux-là qui étaient déjà dans l'anneau. Voilà ce qui change fondamentalement. Donc quand on vient au feu, et quand bien même il y a les panneaux, quand le feu s'allume, il faut respecter les feux tricolores qui s'allument. Parce que c'est ça que nous avions enseigné. À partir du moment où les feux sont en jeu ici, on ne peut plus dire qu'on veut respecter les anciennes règles applicables, comme par exemple céder le passage pour le panneau triangle pointe en bas ou le panneau qui dit carrefour à sens giratoire. Il faut simplement respecter les panneaux. Ceux qui sont dans l'anneau doivent céder le passage à ceux qui veulent entrer si le feu vert est allumé à ces derniers. Aux usagers, c'est de comprendre qu'il faut aller à l'auto-école, apprendre les règles de priorité aux intersections, plus précisément à ces types de carrefours, parce que les feux tricolores étant là, il faut obéir aux feux et respecter les règles du jeu pour qu'il n'y ait pas d'accident. Le carrefour à sens giratoire étant une intersection comportant un terre-plein circulaire infranchissable qui se contourne par la droite, les usagers entrants doivent céder le passage aux conducteurs déjà présents dans l'intersection. Bien des maladies peuvent être transmises d'un individu à l'autre par l'usage des tondeuses. Si vous allez chez votre coiffeur, si cet outil, bien entendu, est mal entretenu, car une tondeuse est un outil susceptible de blesser le client, même de façon très infime, lors de la coiffure. Même si les lésions causées par cet outil restent pour la plupart du temps invisibles à l'œil nu. La proportion de contamination n'est pas à négliger. Golf TV Africa s'en préoccupe ce soir. Imaginons. Ils sont nombreux, hommes comme femmes, scolarisés et déscolarisés, qui entrent et sortent des ateliers de coiffure chaque jour pour se faire coiffer et se rendre beau et belle. Pour ce fait, aucun coiffeur ne peut se passer de la tondeuse dans l'exercice de son métier. Elle permet d'obtenir des motifs réguliers et aussi de les sculpter dans les cheveux. On distingue la tondeuse mécanique et la tondeuse électronique, qui est d'ailleurs dans les ateliers au Bénin et ailleurs. James Anagonoupe nous parle des matériels utilisés par les coiffeurs. Avant, on utilisait la tondeuse mécanique. Voici la tondeuse mécanique, que c'est ça là que on a appris pour coiffer. Et le monde évolue. On a quitté dans la tondeuse mécanique, on a rentré dans la tondeuse à fil. Comme tondeuse à fil. En quittant la tondeuse à fil, on a rentré dans la tondeuse chargeable. Et c'est ça qu'on utilisait aujourd'hui. Maintenant, ce n'est pas forcé que c'est les gens analphabètes qui apprennent ce métier. C'est tout le monde qui apprend maintenant ce métier. Ainsi comme les étudiants, les gens qui allaient beaucoup de l'école, les étudiants consorts. Et aujourd'hui, on a la chance que notre président qui est arrivé, on a la chance que notre président qui est arrivé, il a autorisé que les écoles professionnelles, c'est ça qui va jaillir sur le pays. Et à partir de ce jour, il y a des écoles professionnelles qui arrivent comme les TCI consorts, qui forment les étudiants, les gens qui ont Bac plus 3, et nous qui n'avons pas beaucoup été, c'est nous qui formons ces gens. Donc ça montre effectivement que ce n'est pas métier du pauvre, c'est un métier que tout le monde peut faire. Et il y a les analphabètes qui font, il y a encore les gens qui connaissent le papier qui fait. D'un client à un autre, la même tondeuse est souvent utilisée sur les têtes, ce qui exige des coiffeurs un entretien et un soin particulier pour ces titres de travail. Le défaut de cet entretien expose les populations à de nombreuses maladies. Il y a les chélodienne. C'est un mâle qui se pousse sur le derrière d'un homme. Chélodienne. Et ce mâle-là se produit comment?
Donc, si tu as acheté ou bien si tu es arrivé chez un salon de coiffure et la personne ne désinfectait bien ses instruments, ça nous contamine. Donc, à chaque moment, il faut que si n'importe qui en vient, il peut rester et autoriser qu'au moins on désinfecte les instruments. Et comment on désinfecte les instruments? Il y a les alcools, il y a eau de javel. Si tu n'as pas ça là, tu t'as donné un peu d'argent, tu as un stérilisateur. C'est ça qui nous permet de stériliser nos outils. Pour la santé des uns et des autres, il urge que chaque client garde son appareil avant de se rendre chez le coiffeur. Démarrage des travaux de consultation nationale sur l'éducation, la santé et le bien-être. La rencontre a mobilisé toutes les parties prenantes. Nous sommes en République malienne. Au Sénégal, des groupes religieux réclament le durcissement de la législation qui réprime l'homosexualité, tandis que la communauté LGBT sénégalaise s'efface et déplore la fin du peu de tolérance dont elle jouissait. Les États-Unis renouvellent leur soutien en attribuant une aide militaire de 675 millions de dollars à l'Ukraine. Le secrétaire d'État américain à la Défense, Lloyd Austin, vante des succès alliés. Bonsoir à vous, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes au siège de l'information, la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa et nous abordons là, mesdames et messieurs, la deuxième grande partie. Avec au Mali, le démarrage des travaux de consultation nationale sur l'éducation, la santé et le bien-être. La rencontre aura mobilisé toutes les parties prenantes dans la prise en charge des enfants en milieu scolaire. Les participants échangent aussi sur les données collectées au cours des enquêtes démographiques en matière de santé de la reproduction. On fait le point. Une meilleure exploitation future du potentiel humain pour le développement d'un pays passe aussi par une prise en charge efficace des jeunes. Cependant, de l'analyse des données démographiques d'éducation à la santé des enfants de notre pays, il ressort que l'offre de services est loin d'être satisfaisante. 91,6% de la tranche d'âge de 15 à 19 ans des femmes n'ont jamais parlé de planification familiale, ni avec un agent de santé, ni dans un établissement de santé. Le pourcentage de 15 à 19 ans ayant eu une IST au cours des 12 derniers mois est de 31,6% contre 11,6% chez les hommes. Chez les femmes de la tranche d'âge de 15 à 19 ans, 44,7% n'ont aucun niveau d'instruction. Il s'agit de prévenir, entre autres, les grossesses précoces et non désirées des jeunes et adolescents, le VIH et SIDA et les autres IST, la consommation de substances psychoactives en milieu scolaire et les violences basées sur le genre au milieu scolaire. Il s'agit pour renverser la tendance d'analyser les données et de proposer des solutions en vue d'améliorer la santé et le bien-être en milieu scolaire. Et cela conformément à un engagement des États africains pour leur population. L'objectif principal de la consultation nationale est donc de recueillir des données sur la santé en milieu scolaire en mettant l'accent sur la santé de la reproduction et de formuler des recommandations de fond auprès de toutes les parties prenantes et de dégager une feuille de route pour un sommet régional. Je puis vous assurer de mon entière disponibilité pour la mise en œuvre des résolutions qui vont sortir des travaux de cette consultation nationale.
Pour aboutir à une feuille de route, expression de l'engagement national pour la cause des adolescents et des jeunes, la rencontre s'est fixée comme objectif de rassembler toutes les parties prenantes dans la prise en charge des enfants. Elles auront ainsi 2 jours pour analyser et valider les données en matière de santé et de bien-être des jeunes. On reste au Mali pour vous dire que les directeurs généraux de l'ensemble des hôpitaux de ce pays ont signé un contrat de performance avec le ministre de la Santé. La convention s'articule autour des indicateurs précis tels que la bonne gouvernance, la gestion financière, l'hygiène ainsi que le climat social. Reportage. Ces signatures lient individuellement tous les directeurs généraux des hôpitaux à la ministre de la Santé et du Développement social, Djaminotou Sangaré. L'objectif est d'appuyer la mise en œuvre de la loi hospitalière et renforcer la performance de ces établissements. Pour cela, le gouvernement s'appuie sur un certain nombre de leviers, offrir des soins de santé de qualité, assurer la prise en charge des indigents et mettre en place un mécanisme de financement de la demande de soins, d'où l'importance de ce contrat. Nous avons ciblé 5 indicateurs principaux sur lesquels les directeurs vont travailler pour améliorer la performance des hôpitaux dont ils ont la charge. Comme indicateur que nous avons ciblé, il y a la gouvernance, il y a le climat social, il y a l'hygiène, il y a la gestion financière et dans ce contrat, il y a également l'accompagnement, bien sûr, du département. Première du genre, cette démarche du gouvernement est saluée par les managers des hôpitaux. C'est une très bonne initiative. C'est un contrat qui va booster l'effort des administrateurs que nous sommes en vue d'améliorer la qualité des prestations au niveau des différentes structures. Les partenaires du Mali apprécient cette initiative qui renforce la confiance de part et d'autre. Il y aura toujours un cadre de collaboration et surtout dans le cadre de suivi de ces indicateurs. Au niveau de l'OMS, on continue tant bien que mal à apporter un certain nombre d'appuis et dons d'équipements à travers lesquels il y a quand même quelques hôpitaux ici présents qui ont bénéficié de certains nombres de concentrateurs d'oxygène. Au total, c'était 200. À terme, chacun sera évalué et la ministre appréciera la suite à réserver. Jouer au football plutôt que de se faire enrôler dans les groupes armés, c'est le défi de nombreux jeunes enfants dans l'est de la République démocratique du Congo et qui prennent comme football une alternative. Précision. En plein cœur du parc national des Virunga, ces jeunes tapent dans le ballon avec l'espoir de devenir footballeurs plutôt que miliciens dans cette enceinte célèbre pour ses gorilles de montagne et ses volcans, mais aussi infestés de groupes armés. Quand on parle de l'Est de la RDC, la plupart ne voient que les groupes armés, ne voient que les jeunes qui sont dans les groupes armés. Et pour nous, on n'a pas voulu que ces histoires continuent. Alors, nous avons bon jugé de prendre ces jeunes, les sensibiliser, afin qu'ils comprennent que le parc national de Virunga, c'est un moyen de développement pour eux. C'est pourquoi une cinquantaine de jeunes âgés de 10 à 16 ans, venus des villages environnants, ont été sélectionnés pour intégrer cette nouvelle école de football. Allez récupérer la balle, allez vite. Ce qui sert de stade a été aménagé à Rumangabo, village du Nord Kivu, qui abrite le QG du parc et une base militaire, non loin des rebelles du M23 qui sont à moins de 6 km. Ici, les jeunes nés dans le chaos et la violence, sans espoir ni projet, sont facilement recrutés par les groupes armés ou les braconniers. La zone dans laquelle nous avions placé ce projet, en plein parc de Virunga, où les jeunes peuvent être tentés d'intégrer ou d'être manipulés avec le multiple groupes armés qu'il y a à compter ici dans le parc. Et nous pensons que cette occupation elle est du moins positive pour éviter à ces jeunes de se sentir manipulés ou utilisés. Il faut faire les remplacements. Avec leurs 2 coachs, une vingtaine de ballons et leurs maillots neufs, la nouvelle aventure des apprentis footballeurs commence tout juste. Le rêve de vivre un jour de leur passion du ballon rond reste hypothétique et semé d'embûches, mais n'empêche, il demeure. Avec ça, je ne peux pas avoir l'idée de rejoindre les groupes armés. Je veux être dans ce qui est légal. Je veux jouer au football et mon plus grand rêve est de devenir comme Cristiano, car avant d'arriver à ce niveau, il a aussi commencé de la même façon que moi aujourd'hui.
Comme spectateurs, les jeunes footballeurs peuvent compter sur des familles chassées de leur village par les récents combats et qui vivent désormais dans des huttes en bâches et feuilles de bananier, sous la pluie et dans le froid. D'autres ont vu leurs enfants recrutés par l'académie de foot qui a repéré leur talent. Alors que des personnes en Europe transpirent pendant un été de chaleur record, d'autres font du ski en Afrique. Il ne s'agit pas d'un autre signe de changement climatique, mais plutôt de l'anomalie fascinante du Lesotho. Suivez. Le Lesotho est un minuscule royaume montagneux complètement entouré par l'Afrique du Sud. C'est le seul pays au monde où chaque centimètre du territoire est situé à plus de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cela donne au Lesotho de la neige et a conduit à la création d'Afriski dans les montagnes Maluti, qui est la seule station de ski en activité en Afrique au sud de l'équateur, où les gens s'offrent des vacances auxquelles ils n'auraient jamais pensé. Je n'ai jamais vu de neige de ma vie, donc c'est une expérience formidable. Les skieurs viennent également du township urbain tentaculaire de Soweto à Johannesburg. Ils prévoient une journée de cours de ski, de photos et de jeux dans la neige. Ils font la queue pour louer le matériel adéquat et recevoir des conseils de Hope Ramakojo, originaire du Lesotho, qui travaille depuis 12 ans comme moniteur autodidacte de ski et de planche à neige. Poussez vos talons vers l'extérieur, ne tirez pas sur vos épaules. Le Kapoko d'Afriski est le seul parc à neige du continent. Les concurrents ont fait la queue le mois dernier pour la compétition annuelle de la planche à neige et de ski, Winter Whip Slopestyle. Sekolo Ramonotsi, un adolescent de 13 ans de la ville de Bouta-Bouté, au Lesotho, qui s'entraîne régulièrement à Afriski, a remporté les divisions juniors de la compétition. Son rêve est d'aller plus loin que le Lesotho. Meka Lebohang Ejindu, né en Angleterre, était un enseignant du ski et de la planche à neige en Autriche depuis 10 ans. Il a des racines familiales au Lesotho. Cette saison était sa première dans l'hémisphère sud. C'est ma première fois de skier dans l'hémisphère sud, ici en Afrique. Mais ma famille est d'ici, donc c'est un peu nostalgique que je vienne skier ici, sur mon sol. C'est un vrai plaisir. Afriski n'est peut-être pas au niveau des vastes stations alpines d'Europe, mais l'amour des sports d'hiver se transmet. Au ski-restaurant et au gondola café d'Afriski, l'heure d'amusement commence à 10h du matin. Les skieurs et les planchistes montrent leur tenue d'hiver et font la fête au son de la musique, bière à la main. Certains prétendent que le bar est le plus haut d'Afrique, bien qu'il soit contesté par le Sani Mountain Lodge, situé à 130 km à l'est, à la frontière entre le Lesotho et l'Afrique du Sud. Ce que personne ne peut contester, c'est que cette foule est allée skier en Afrique. Au cours d'une réunion préparatoire avec les représentants des 24 pays africains organisée à l'approche de la COP27 prévue à Sharm el-Sheikh en novembre, les ministres ont fait le point sur les urgences climatiques en Afrique. Suivez. La ministre égyptienne de l'Environnement, Yasmine Fouad, a déclaré que la conférence des ministres vise à mettre en avant les besoins et les ambitions de l'Afrique en matière de changement climatique. L'Égypte a pour ambition de représenter l'Afrique dans les discussions climatiques à l'échelle internationale. L'Égypte devrait jouer ce rôle pour représenter le continent africain et ses besoins de manière claire et explicite. Nous ne sommes pas à l'origine de ces émissions, mais c'est nous, notre peuple et nos ressources naturelles qui sommes touchés. L'Afrique émet moins de 4% des émissions mondiales de CO2, selon l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui s'exprimait cette semaine. Paradoxalement, le continent subit la majorité des conséquences du changement climatique, notamment la sécheresse et les inondations. La ministre égyptienne a appelé les pays industrialisés à agir. À ce stade, une position doit être prise au niveau de la communauté internationale pour dire que chacun doit remplir ses obligations, comme le prévoit l'accord de Paris. La promesse non tenue des pays riches de porter à 100 milliards de dollars par an en 2020 l'aide aux pays pauvres pour réduire leurs émissions et s'adapter aux impacts sera sans doute l'un des sujets contentieux de la COP27. L'une des solutions envisagées par les pays pour financer la transition écologique est de trouver des ressources via le secteur privé.
Pour Mahmoud Moheldine, champion des Nations Unies pour le changement climatique et ancien ministre de l'investissement en Égypte, les problèmes découlent de la lenteur des financements. Essayer de résoudre ce problème peut durer une éternité en se plaignant du fait que le financement du climat, comme le financement du développement, est insuffisant, inefficace et coûteux. Insuffisant en raison des lacunes que vous avez mentionnées, inefficace parce que pour certains fonds, il faut 3 ou 4 ans pour libérer l'argent à partir du jour où il commence à serrer la main des ministres, et le fait qu'il soit coûteux est dû au fait que, dans de nombreux cas, les pays à économie en développement sont poussés à emprunter à un coût très élevé afin de faire face aux priorités d'adaptation. La conférence qui a débuté mercredi en Égypte doit durer 3 jours. Elle se déroule après un sommet lundi aux Pays-Bas destiné à soutenir l'Afrique face au changement climatique. Lors de ce sommet, le président en exercice de l'Union africaine et président du Sénégal, Macky Sall, avait relevé avec amertume l'absence de dirigeants des pays industrialisés à Rotterdam. Les Londoniens ont rendu hommage à la reine Elisabeth II alors que la nouvelle de la mort de la monarque était annoncée devant le palais de Buckingham. Suivez. Tout le pays est très bouleversé, choqué et attristé par la nouvelle. Elle a été le monarque régnant le plus longtemps jusqu'à présent et heureusement elle a célébré son jubilé de platine. Et je pense que nous sommes tous fiers d'elle en tant que citoyens britanniques pour le travail qu'elle a fait et pour la manière dont elle a contribué à la société britannique. Elle nous manquera beaucoup. Elle a été un modèle pour tant de gens, Des valeurs à l'ancienne, tout ce que nous aurions pu souhaiter et plus encore. Comment on se souviendra d'elle? Humilité, respect, dignité, les anciennes valeurs qu'elle a apportées à la société moderne. Et j'espère que les gens chériront cela et que cela les fera avancer et entrer dans le futur. Les États-Unis renouvellent leur soutien en attribuant une aide militaire de 675 millions de dollars à l'Ukraine. Le secrétaire d'État américain à la Défense, le général Lloyd Austin, vante des succès alliés. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Anthony Blinken, lui, a promis que les États-Unis maintiendraient leur assistance. Suivez. L'armée ukrainienne confirme des avancées dans la région frontalière de la Russie, dont Kharkiv, deuxième ville du pays, qui résiste aux troupes russes depuis le début de l'invasion. Dans le Donbass, les soldats ukrainiens ont gagné 2 et 3 kilomètres aux alentours des villes, encore sous contrôle ukrainien, et repris aux Russes la localité d'Ozern. Dans le cadre de l'opération de défense visant à restaurer les territoires perdus dans la région de Kharkiv, depuis le début de la semaine, les forces armées ukrainiennes, en coopération avec d'autres forces de sécurité, mènent des actions actives dans ces directions spécifiées. À l'heure actuelle, des unités militaires ukrainiennes ont pénétré à 50 km dans les lignes défensives ennemies. Des opérations de filtration sont en cours dans un certain nombre de territoires. Au cours de la conduite d'opérations actives dans la région de Kharkiv, plus de 20 territoires ont été libérés. Lors d'une réunion avec de hauts responsables de pays alliés à la base aérienne américaine de Ramstein en Allemagne, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que Joe Biden a approuvé mercredi la dernière tranche d'aide militaire à Kiev d'une valeur pouvant atteindre 675 millions de dollars. Les États-Unis, premier fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine, avaient promis en août de fournir 13,5 milliards de dollars d'armement divers. Austin a déclaré que le package comprend entre autres des obusiers, des munitions d'artillerie et des ambulances blindées. C'est la 20e fois depuis août dernier que l'administration Biden retire du matériel des stocks américains pour l'Ukraine. Le dernier envoi comprend des systèmes de lance-roquettes multiples guidés, des obusiers de 105 mm, des munitions d'artillerie, des UV, des ambulances blindées, des systèmes anti-chars, des armes légères et encore plus. Anti-tank systems, small arms, and more. Anthony Blinken, quant à lui, a effectué un voyage en secret à Kiev où il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour discuter d'une nouvelle tranche d'aide de 2,7 milliards de dollars pour Kiev et ses voisins afin de faire face à la Russie.
Blinken a promis que les États-Unis maintiendraient leur assistance jusqu'à ce que l'agression cesse et que l'Ukraine soit pleinement souveraine. Nous sommes si heureux d'avoir pu soutenir vos efforts et nous continuerons à le faire. Mais fondamentalement, et c'est l'essentiel, je pense que la raison du succès est que c'est votre patrie, pas celle de la Russie. Et c'est aussi basique que ça. Sur le terrain, jeudi, la ville de Kharkiv a de nouveau été visée par des bombardements russes dans la matinée, faisant 2 morts et 5 blessés selon le gouverneur de la région. L'armée russe assurait de son côté continue d'infliger de lourdes pertes aux Ukrainiens. La Chine a publié de nouvelles découvertes à partir d'échantillons lunaires. Des échantillons lunaires qui ont été ramenés par la sonde Chang'e 5. Nous avons visité le laboratoire qui a analysé ces échantillons, ont précisé les experts. Suivez. Après avoir analysé de minuscules particules provenant d'échantillons lunaires, des scientifiques de l'Institut de recherche en géologie de l'uranium de Beijing ont découvert un nouveau minéral nommé chang'eite. Voici l'un des laboratoires de l'Institut de recherche. Une des principales fonctions est d'analyser les échantillons lunaires ramenés par la sonde lunaire chinoise Chang'e 5. Les échantillons lunaires sont généralement conservés ici, dans la boîte à gants. Et nous avons conçu une autre boîte lorsque les échantillons sont transférés vers différents laboratoires. À ce stade, un processus d'analyse compliqué commence. Dans cette partie du bâtiment, il y a un laboratoire spécial. De nouvelles découvertes d'échantillons lunaires sont faites ici en utilisant la technologie de diffraction des rayons X. Les travailleurs de laboratoire utilisent la machine pour détecter la structure cristalline du nouveau minéral. L'un des problèmes liés à l'analyse des échantillons est que les particules sont très petites. La longueur d'une graine de sésame est d'environ 2 à 3 mm. En comparaison, la particule est inférieure à celle d'un 2/100 de la graine. Et le processus de sélection a mis environ 2 mois à se terminer. Et après que les scientifiques ont soumis leurs résultats avec des preuves, il a été approuvé par l'Association minéralogique internationale. Dans ce laboratoire, des scientifiques chinois ont également effectué des recherches et des analyses sur l'hélium-3, une source potentielle d'énergie de fusion dans le futur. Et pour la première fois, les scientifiques ont déterminé la concentration d'hélium-3 à partir des échantillons. Chang'e 5 a décroché un nouveau site. Les échantillons lunaires qu'il a collectés étaient différents des sites des missions Apollo et Luna. Ainsi, la composition de l'échantillon et la distribution granulométrique sont quelque peu différentes. Celles-ci sont étroitement liées à la concentration d'hélium-3. Une telle recherche systématique est très significative. Les scientifiques chinois sont enthousiasmés par les résultats systématiques des échantillons lunaires et des structures minérales, en particulier le nouveau minéral chang'eite. En Chine, il existe une très belle mythologie selon laquelle la charmante dame Chang'e vit dans la lune avec un gentil lapin. Nous avons donc nommé le nouveau minéral d'après son nom. Nous pensons que cela pourrait être un bon cadeau pour notre peuple, surtout en ce moment où la mi-automne arrive, et aussi pour stimuler la passion de la jeune génération envers le programme de recherche scientifique de l'aventure astronomique. Je pense que la découverte du nouveau minéral a enrichi en lui donnant de l'impulsion le développement de la minéralogie. Et cela nous pousse également à étudier pour en savoir plus sur la Lune et l'espace lointain. Retour au conflit concernant l'Ukraine et la Russie. La Chine a averti que l'envoi d'armement en Ukraine n'apportera pas la paix. Le représentant permanent adjoint de la Chine aux Nations Unies, Zheng Shong, a déclaré que cette situation ouvrait la voie à une perspective inquiétante d'un conflit prolongé et étendu. Il a dit que la Chine avait toujours considéré le dialogue et la négociation comme les moyens les plus réalistes et les plus susceptibles de résoudre cette crise. Il a également mis en garde contre des scénarios plus compliqués et contre plus de risques si des munitions continuent d'affluer vers l'Ukraine. Suivez. Le représentant permanent adjoint de la Chine à l'ONU, Geng Shuang, a déclaré que cette situation ouvrait la voie à la perspective inquiétante d'un conflit prolongé et étendu.
Il a dit que la Chine avait toujours considéré que le dialogue et la négociation étaient le moyen le plus réaliste et le plus susceptible de résoudre la crise. Il a également mis en garde contre des scénarios plus compliqués et contre plus de risques si les munitions continuent d'affluer en Ukraine. Depuis le début de la crise, la Chine n'a cessé de rappeler que la fourniture d'armes n'apportera pas la paix et que jeter de l'huile sur le feu ne fera que compliquer le problème. La dure réalité et les conséquences humanitaires des 6 derniers mois l'ont pleinement démontré. Tout aussi inquiétant est le scénario selon lequel un grand nombre d'armes et de munitions tombent entre de mauvaises mains, causant des problèmes sans fin et créant des risques de sécurité en Ukraine et dans la région en général. Cette année, la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA s'arrête dans 51 pays et territoires, parmi lesquels 32 qualifiés pour la Coupe du Monde du Qatar 2022. Le Ghana est le premier pays africain à recevoir le trophée et le 7 septembre, le trophée se trouvait au Sénégal pour être remis au président Macky Sall. La cérémonie se déroule au palais présidentiel du Sénégal dans une ambiance festive. Après la cérémonie de réception, le trophée est exposé au Grand Théâtre National de Dakar pour que les fans sénégalais puissent le voir de plus près. Pour la première fois, le circuit du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA s'arrête dans les 32 pays qualifiés. En Afrique, on le présente au Cameroun, au Maroc et en Tunisie, après le Ghana et le Sénégal. Ce voyage se termine à Doha, au Qatar, quelques jours avant le début de la compétition mondiale, le 20 novembre. Quant à toi, Dame Coupe, le Sénégal, par ma voix, te déclare sa flamme. De tous tes prétendants, nous sommes le seul pays de la Teranga. Alors nous t'offrons la Teranga sénégalaise à bras ouverts. Et nous te promettons que toute griffe d'or, le lion se battra de toutes ses forces pour te conquérir et te ramener ici, au Sénégal, en décembre prochain. Il ne suffit pas de participer, mais il faut aller de l'avant et maintenant aller, pourquoi pas, décrocher une demi-finale ou voire là, une finale de Coupe du Monde. Et je crois qu'aujourd'hui, on est champion d'Afrique. On se doit aujourd'hui de représenter l'Afrique et les amoureux du football le plus dignement possible. Visite du chef d'état-major de la garde nationale du Mali dans les centres d'instruction de Toubanissou et de Sénou. Plus de 4000 recrues sont en formation dans ces deux centres. Le général de brigade Élisée Jean Dao est allé constater de visu l'avancement de la formation. On fait le point. Le chef d'état-major de la garde nationale dans les centres d'instruction de Toubanissou et de Sénou, le général de brigade Élisée Jean Dao est venu s'enquérir des conditions de formation des recrues. Il s'agit de celles des forces de défense et de sécurité qui subissent une formation commune de base pour une durée de 6 mois. Il n'a pas manqué d'encourager les membres de l'encadrement pour leur engagement dans la formation des recrues. L'encadrement, l'instruction, pour moi, c'est un sacerdoce. Des gens qui ont appris et puis qui viennent transmettre ces connaissances-là à des jeunes gens qui étaient des civils il y a juste quelques mois, qui ont acquis des connaissances aussi bien techniques et tactiques de cette ampleur-là. Il est vraiment bon que l'on les remercie et puis en toi l'encadrement et puis félicite tous ceux qu'ils sont en train de faire. Les recrues doivent honorer leur engagement dans la tenue. Le général de brigade Élisée Jean Dao a tenu à le leur rappeler. Ils ont fait un engagement et cet engagement, il faut l'encourager, leur montrer que on ne vient pas dans la tenue pour se servir, on se met donc à la disposition de la nation, et prêt à partir partout, après sa formation, là je leur ai expliqué, et beaucoup d'autres conseils par rapport à leur carrière future. Il a ajouté en outre que la situation particulière du pays oblige tous les militaires à faire preuve de patriotisme. Notons que Toubanissou est un nouveau centre qui regroupe 3037 recrues. Quant à celui de Sénou, il regroupe 1150 recrues. En Mauritanie, la saison hivernale 2022 continue avec son lot de décès suite à une vague d'inondations sans précédent dans plusieurs villes du pays. Suivez. L'Office national mauritanien de la météorologie parle de précipitations largement supérieures à la normale
atteignant parfois les 500 mm. En 5 semaines, le ministère de l'Intérieur dénombre 27 morts, dont 12 enfants liés aux pluies. Et plusieurs centaines de maisons se sont effondrées. Parmi les villes sinistrées, on note surtout Kaedi, à l'extrême sud du pays. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est allé au chevet des populations. Je voudrais bien rassurer les citoyens que l'État a les capacités et la détermination d'intervenir en situation d'urgence sur l'ensemble du territoire national. À Nouakchott, la capitale, des quartiers pataugent. C'est le cas à Dar Naïm, en banlieue est, où Aïcha et voisines ont les pieds dans l'eau. La zone devient dangereuse, surtout pour les enfants. Il n'y a plus personne d'ailleurs, tout le monde a quitté le quartier. Ici comme ailleurs dans le pays, les populations sont contraintes de quitter leur domicile et leurs affaires pour aller se réfugier dans des écoles. Aïcha en a fait l'expérience. J'ai perdu mon meublé, l'eau a avalé mon lit et toutes mes affaires. Ma maison est inondée de tous bords. J'y ai même plus accès. Sur place, les autorités locales viennent au secours. Fatah Ould Hamid est un conseiller communal. Les aides arrivent. L'État, par le biais de la communauté urbaine de Nouakchott, offre le petit déjeuner et garantit l'eau et l'électricité. Il y a encore des associations de jeunes qui assurent les repas de la journée et du soir. Le représentant du ministère de la Santé est bien présent et on a une ambulance pour les urgences. Toutefois, l'inquiétude demeure, car les pluies vont continuer jusqu'en octobre, prédit l'Office national de la météorologie. Vladimir Poutine a blâmé les pays européens d'avoir trompé les pays en voie de développement. C'est sous prétexte de défendre leurs intérêts. Seulement 2 navires sur 87 ont été envoyés vers les pays les plus pauvres, selon le président russe, qui ajoute vouloir consulter le président Recep Tayyip Erdogan à ce propos. Reportage. Je vous informe, chers collègues, que si l'on exclut la Turquie en tant que pays intermédiaire, la quasi-totalité des céréales exportées d'Ukraine est envoyée non pas dans les pays en développement, les pays les plus pauvres, mais vers ceux de l'Union européenne. Dans le cadre du programme alimentaire mondial de l'ONU, qui consiste précisément à aider les pays les plus nécessiteux, 2 navires seulement ont été chargés. Je souligne seulement 2 sur 87. Ils transportaient 60 000 tonnes de nourriture sur 2 millions de tonnes. Ce qui ne représente en fait que 3% envoyés vers les pays en développement. Je tiens à dire que ceux des pays européens qui se sont conduits en colonisateurs au cours des décennies et des siècles précédents continuent d'agir de la même manière aujourd'hui. Une fois de plus, ils ont tout simplement trompé les pays en développement et continuent à le faire. Il est évident qu'avec une approche pareille, l'ampleur des problèmes d'alimentation dans le monde ne fera qu'augmenter, ce qui malheureusement, à notre grand regret, pourrait conduire à une catastrophe humanitaire sans précédent. Et peut-être qu'il vaut la peine de penser à limiter les directions de l'exportation de céréales et d'autres aliments par cette voie. Je vais certainement consulter sur ce sujet le président turc, M. Erdogan. La pression que nos quasi-partenaires et nos adversaires géopolitiques exerçaient sur nous était fondée précisément sur des appels à la Russie à protéger les intérêts des économies les plus pauvres, à prévenir la famine dans ces pays. Et bien sûr, nous avons tout fait pour parvenir à ces accords, nous les honorons, nous nous assurons de leur application. Mais il s'est avéré qu'une fois de plus, ils nous ont tout simplement, comme on dit chez nous,
poser un lapin de manière grossière, ils nous ont leurrés, jobardés. Et pas seulement nous, mais les pays les plus pauvres, en agissant sous prétexte de défendre leurs intérêts. Voilà qui va mettre un terme à cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Le siège de l'info s'achève. Toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion vous remercie de nous avoir suivis. Restez câblés Golf TV Africa. Bonsoir chez vous.